J'accueille justement le premier plateau. Grégoire Bouillet, pour Le cœur ne cède pas. Nathan, il faut les applaudir évidemment. Nathan Devers, Les liens artificiels. Carole Five, Quelque chose à te dire. Muriel Barbery, Une heure de ferveur. Prenez vos micros. Muriel, vous pouvez prendre votre micro. Merci pour eux. Et donc j'appelle Charlotte du lycée de Dreux pour lire la première lecture pour Grégoire Bouillet, Le cœur ne cède pas. Bravo Charlotte, on n'a peur de rien à Dreux. Chut, je vais pas faire chute les enfants. Sérieux. Charlotte, merci beaucoup. Ce qui revient à déposséder Marcel Pichon de sa singularité, à l'exproprier de sa propre mort, comme ça ne lui appartenait pas, mais qu'elle devait servir au bien commun. Aucun article ne conçoit qu'elle ait pu choisir de mourir comme elle l'a fait, pour des raisons qui lui seraient strictement personnelles. Son histoire individuelle ne compte pas. Quelle histoire individuelle ? Le sujet de l'histoire de Marcel Pichon, ce n'est pas elle, c'est nous. C'est notre cruauté, c'est notre indifférence, c'est la société. Ainsi, le fait qu'elle s'est laissée mourir de faim n'inspire-t-il aucun commentaire particulier ? Elle se serait suicidée d'une autre façon, d'une façon plus douce et moins interminable. Cela ne ferait aucune différence. Tout est normal. Dans une espèce d'ordre des choses qui ne dit pas son nom. Même le journal de son agonie n'apparaît pas l'élément central de la story. Il a un détail pittoresque, une pièce à verser au dossier de la solitude, une preuve de l'indifférence qui court nos saletés de rue, puisqu'il n'avait plus que son cahier d'écolier à qui se confier. Jamais il n'intrigue ni n'interroge sur sa raison d'être, sa fonction, sa nécessité alors de mourir, sa monstruosité. Car ce qui compte, c'est que personne ne se soit aperçu de la détresse de cette femme, et 10 mois durant, que le monde ait continué de tourner comme si de rien n'était. Ici, le seul unique scandale que dénoncent d'une même voix tous les articles, chacun se distinguant dans la concurrence dans la manière de constater, déplorer ou s'offusquer du crime commis par tous, dont Marcel a été la victime. Merci Charlotte. Et on va commencer avec Esteban du lycée de Dieppe. Merci beaucoup Charlotte. Et pour les questions, donc Esteban du lycée de Dieppe, dans 2 secondes. Grégoire Bouillet, bonjour. Vous pouvez prendre votre micro. Bonjour. Hop. Merci d'être avec nous. Magnifique. Le cœur ne cède pas chez Flammarion. Je suis sûr que vous avez fait comme moi. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, si les profs vous ont dit qui veut celui-là. 900 pages. Et en fait, peur. Ouais, mais en fait, dès la 2e page, on sait que ça va aller très vite et qu'on va en redemander. Ce qu'il faut, c'est l'ouvrir déjà. Et il y a beaucoup de questions très pertinentes. Et donc, j'imagine que les 900 pages ont été lues 900 fois au moins. Dieppe, c'est où ? Esteban, il est où ? Ah, super. Et merci à Sarah et Emma qui vont courir partout aujourd'hui avec les micros. Esteban, les 2 questions, et on les prendra une par une ensuite. Merci. Comment vous est-il venu à l'idée d'écrire ce livre ? Je réponds tout de suite ou on attend la 2e question ? Et combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre ? D'accord. Donc, question, vous l'aurez tous. Comment vous est venue l'idée ? C'est la question qui les passionne le plus en général. Et elle est effectivement passionnante. Et ensuite, on aura une 2e question d'Esteban. Alors, en fait, je le raconte dans le livre. J'ai entendu, il y a 35 ans, un fait divers à la radio. Ce fait divers, c'était une femme qui s'était laissée mourir de faim chez elle. Et on avait retrouvé son corps 10 mois plus tard. Et le temps de son agonie, pendant qu'elle agonisait, pendant 45 jours, elle a écrit le journal de son agonie. Et moi, j'entends ça à la radio. Et il y avait une phrase du journal de cette femme, du journal d'agonie, qui était citée, qui était lue à la radio. Et c'était jeudi, 25e jour de jeûne, par exemple, la langue comme un escargot. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai retenu cette phrase. J'ai retenu la phrase et le contexte du fait divers. Sauf que je n'avais pas d'informations, je ne savais rien sur qui était cette femme, qui, comment, pourquoi. Et j'ai attendu, en fait, il s'est trouvé que 35 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel, à qui je parle de ce fait divers, et il a retrouvé
l'émission de radio, et donc à partir de là, j'ai pu entendre cette émission de radio que j'avais entendue en 1985, retrouver le nom de cette femme, et à partir de là, l'écriture arrive, c'est-à-dire qu'il y a une brèche qui s'ouvre. Pour moi, écrire, c'est créer du temps et de l'espace, c'est-à-dire c'est sortir du temps social et de l'espace social, c'est d'un seul coup... ça n'a plus grande importance, les contingences de l'existence, payer ses factures, savoir quoi manger le midi, et toutes les petites choses de l'existence, d'un seul coup, sont abolies parce qu'il y a quelque chose de plus intense qui s'appelle l'écriture et qui crée un temps et un espace plus intense. Et donc moi, à partir du moment où j'avais le nom de cette femme, donc elle s'appelle Marcel Pichon, je savais qu'elle s'était laissée mourir de faim dans Paris 18e, et à partir de là, j'ai commencé à enquêter. Voilà. Et le livre est venu avec l'enquête. Et l'enquête, le livre en tout a pris 3 ans, 1 an et demi d'enquête. Et au bout d'1 an et demi d'enquête, c'est-à-dire, quand je dis une enquête, c'est-à-dire retrouver toute la généalogie de Marcel, par exemple, qui étaient ses parents, qui étaient ses grands-parents, qui étaient ses arrière-grands-parents, donc ils viennent tous du Berry, par exemple. Ils étaient tous journaliers, donc c'est ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle du monde agricole, c'est-à-dire ils étaient très pauvres. Et elle avait été mannequin, j'ai découvert, il se trouve qu'elle était mannequin aussi dans les années 50. Donc, à partir de là, plein de questions se posaient. C'est quelle était l'histoire de cette femme pour en arriver à se tuer comme ça? Et puis, est-ce que je pouvais retrouver le journal d'agonie de cette femme aussi? Et donc, ça a pris 3 ans. Voilà, le livre est autant l'histoire du fait divers que le récit de l'enquête que j'ai menée pour essayer de retrouver et de répondre aux questions que me posait ce fait divers. Même si ça aurait bien pu déraper, parce que comme vous passez votre temps à expliquer comment vous êtes en train d'écrire et tout, peut-être vous auriez pu avoir une autre obsession qui vous emmène ailleurs, et ça n'aurait pas été un livre sur Madame Pichon. Eh ben oui, mais c'est rationalisé a posteriori, là, ce que vous faites. Non, je ne crois pas, parce que justement, ça n'aurait... ça a été Marcel Pichon, et le livre va dire d'ailleurs qu'il y a une raison pour laquelle ça a été Marcel Pichon. Donc ça n'aurait pas cette obsession qui est, on peut appeler ça comme ça. Je préférais le mot passion, mais en fait c'est vraiment parce qu'il s'est passé quelque chose en 1985 que l'histoire démarre. Et ça n'aurait pas pu être autre chose. Je ne crois pas que ça aurait pu être autre chose. Il a fallu que cette phrase-là, en particulier. J'ai découvert après, donc c'est pas dans le livre et je le regrette presque, mais André Breton, donc je sais, peut-être que vous avez étudié, c'est l'un des fondateurs du surréalisme, raconte qu'il a inventé l'écriture automatique un soir qu'il était chez lui et d'un seul coup, il était un peu somnolent au bord de s'endormir et il entend une phrase. Et cette phrase, c'était quelque chose du genre je vois un homme coupé en 2 par la fenêtre. Bon. Et il ne savait pas d'où venait cette phrase. Et c'est très intéressant, il dit que cette phrase a cogné à ma vitre. Et à partir de là, il l'a inclus dans son matériel poétique, c'est ce qu'il raconte dans le manifeste de 1924. Et à partir de là, il invente l'écriture automatique. Donc, il faut qu'il y ait une phrase, il faut qu'il y ait un déclic pour que la porte s'ouvre et qu'on se trouve dans l'espace de la littérature, dans l'espace de l'écriture, dans ce temps qui, d'un seul coup, est un temps vivant. Et ça ne peut pas être n'importe quoi. On ne peut pas décider. Ça ne peut pas être une idée, par exemple, où je me dirais, tiens, ça a l'air sympa ce truc, j'ai jamais écrit de fait divers, allez hop, je vais écrire un fait divers. Non, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça grince, comme dirait Philippe Jainada. Oui, par exemple. On en reparlera. Aulnay-sous-Bois, je voudrais Lucie et Sarah, et commencer avec Sarah, parce que ça va faire le lien avec un mot qu'on vient de prononcer. J'ai bien aimé votre question, parce que Sarah s'inquiète un peu pour votre santé mentale. C'est gentil, mais elle a raison en plus. Hein. Bonjour. Vous êtes où ? Ma question, c'était comment vous pouvez expliquer cette pensée obsessionnelle pour cette femme et cette affaire ? Donc on vient de le faire, mais est-ce que c'est vraiment presque psychiatrique, quoi, cette obsession ? Oui, si vous voulez, mais dans le meilleur sens de la psychiatrie. C'est-à-dire, une autre façon de voir les choses, ce serait de dire que ceux qui n'ont pas de passion, ceux qui sont des citoyens modèles, ceux qui n'écrivent pas, en fait, ce sont eux les fous. C'est-à-dire ils sont trop normaux pour être sains d'esprit.
Donc c'est bien d'être un petit peu, d'avoir des passions ou voilà, des trucs qui vous emportent. Enfin, la banalité de la normalité, c'est pas des choses super joyeux, quoi. Et donc à partir du moment où il se passe quelque chose, c'est comme tomber amoureux, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors vous pouvez dire que vous êtes obsédé par la personne dont vous tombez amoureux. En fait, c'est juste qu'il se passe quelque chose en vous qui est juste incroyablement vivant, qui mobilise votre énergie, votre cerveau, votre corps. Moi, ça passe dans l'écriture. Donc tout est mobilisé et comme je le disais tout à l'heure, tout devient intense parce qu'il s'est passé quelque chose, vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit une fille qui rencontre un garçon ou l'inverse, ou peu importe, mais vous tombez amoureux. Alors si l'idée c'est de dire que tomber amoureux, c'est être malade, ok, je veux bien, mais je préfère être malade plutôt qu'être sain d'esprit et ne jamais être amoureux. Ça répond à ta question ? Sarah ? Moi, ça m'a fait penser à la tirade de Steve Buscemi dans Les Ailes de l'Enfer, vous voyez pas ? Il y a un type, Nicolas Cage, qui lui dit « Mais vous êtes un psychopathe, un fou furieux ». Et il dit « Non, mais pour moi, un fou, c'est le mec qui se lève tous les jours à 7h30, qui va au travail. » Évidemment. À revoir. Lucie, la question d'Aulnay-sous-Bois aussi. Alors, moi, je voulais savoir si les expériences personnelles que vous écrivez dans votre livre sont romancées ou réelles. C'est une vraie bonne question. Elles sont réelles. Alors une façon simple de le dire, c'est que tout est vrai. Tout ce que je raconte est vrai. Mais il se trouve que, et c'est le début du livre, je ne pouvais pas parler de certaines choses. Et donc il a fallu que je crée des personnages de fiction pour pouvoir raconter la vérité. Et c'est quelque chose qui m'a assez passionné, parce que jusqu'à présent, tous mes livres s'occupent de la réalité, de ce qui se passe vraiment dans la réalité, parce que j'ai toujours tendance à penser que la réalité a beaucoup plus d'imagination, en tous les cas, que moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une imagination formidable, mais en tous les cas, la réalité a une imagination très particulière. Un exemple banal qui me vient comme ça, mais personne n'aurait imaginé que Zidane allait foutre un coup de boule à Maserati à la dernière minute de la Coupe du Monde de football. Personne n'aurait imaginé ça. Donc il y a une imagination de la réalité. Et moi, mon travail d'écrivain, ça a toujours été d'essayer de restituer cette imagination-là et puis de me bagarrer avec elle, parce qu'elle est aussi pourrie, cette imagination de la réalité. Donc tout est vrai. Mais là, j'étais obligé, parce qu'il y avait un interdit juridique de parler de certaines choses frontalement, j'ai dû prendre un biais de fiction. Et par exemple, j'ai des représentants qui sont 2 détectives, qui vont mener l'enquête pour moi. Donc ils s'appellent Bimor et Penny. Et ils mènent l'enquête pour moi. Et c'était ça qui était génial, en fait. C'est que dans le débat en littérature, vous avez dû voir ça en classe, hein, j'imagine, il y a l'écriture du réel et puis il y a l'écriture de la fiction. Et la séparation, généralement, consiste à dire, ok, l'écriture du réel s'occupe de la vérité et l'écriture de la fiction, les fictions s'occupent de la liberté. Et là, ce qui était rigolo, c'était de faire exister la vérité à l'intérieur de la liberté de la fiction, et que la liberté de la fiction soit aussi au service de la vérité de la réalité. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Tout est vrai parce que je l'ai inventé, disait Boris Vian. Eh ben non, tout est vrai parce que ça s'est produit dans la réalité. Ouais. C'est pas moi qui suis, c'est pas moi qui ai inventé que tout est inventé parce que tout est vrai. En fait. Enfin bref, je vais trop loin. Sur la Bimor, justement, j'adore, et Penny aussi, il y a une question de Oriane de Sèvres, du lycée Jean-Pierre Vernant, à propos de Penny, parce qu'il y a 3 questions. Bonjour. Je voudrais savoir, du coup, est-ce que Penny existe vraiment et comment l'avez-vous rencontrée ? Penny existe vraiment parce qu'elle est sur la page, elle est dans le livre. Donc dans le temps où on rencontre Penny en lisant le livre, elle existe vraiment. Et ça, c'est la difficulté entre quand tu dis est-ce qu'elle existe vraiment, le simple fait que tu cites son nom et que tu dis mais est-ce que Penny existe vraiment, c'est qu'elle existe. Et elle existe vraiment pour toi ou pour les lecteurs. Et elle existe vraiment pour moi.
Maintenant, si ta question consiste à dire est-ce que Penny existe dans la vraie vie, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait dire allez Penny, allez, viens te montrer et tout ça, eh bien non. Parce que dès le départ, et c'est dit d'ailleurs dans le livre, hein, c'est un personnage de fiction, mais en tant que personnage de fiction, elle a sa réalité propre à l'intérieur du livre et au-delà même. Voilà. Donc maintenant, évidemment, tout est vrai parce qu'on invente tout. À partir du moment où j'ai créé ce personnage de fiction, elle emprunte à des figures que je connais. Alors ça peut être des figures fictionnelles, hein. Enfin, il y a énormément par exemple, le prénom de Penny peut venir de James Bond avec la secrétaire qui s'appelle Moneypenny. Mais ça vient aussi, elle est aussi nourrie de gens que je connais, enfin, que ce soit ma compagne ou que ce soit ma fille. Elle emprunte beaucoup à ma fille, par exemple, parce que Penny est une jeune fille, alors que Baltimore, le détective, lui, est un mec beaucoup plus âgé dans mon genre. Donc, les frontières entre est-ce que ça existe vraiment, est-ce que c'est purement de la fiction, etc., en fait, elles sont toujours très floues parce que l'un et l'autre se nourrissent en permanence. Dernière question du lycée Baudelaire, un mot, c'est Bjorn. Est-ce qu'il est là, Bjorn? Voilà. Le micro arrive. À travers la tentative de reconstruction de la vie de Marcel Pichot, votre volonté n'est-elle pas de radiographier la société française de l'entre-deux-guerres à nos jours? Oui, merci. C'est bien d'avoir vu ça, parce que dans le... En fait, c'est pour ça que le livre fait 900 pages, hein, mais c'est ça qui est bien, c'est que commencer l'écriture d'un livre, c'est aussi pouvoir faire rentrer tout dans l'espace du livre. Et notamment, Marcel Pichon, donc elle est née en 1921, à Paris 15e, elle est morte en 1985, donc en fait, d'une certaine façon, elle traverse tout le siècle. Et raconter, essayer de remonter, de suivre la trace de Marcel Pichon, la vie de cette femme, quelle avait pu être son existence, par quoi elle était passée, et ben c'était évidemment traverser tout le siècle et toute la condition féminine aussi à l'intérieur de ce siècle. Et elle a été mariée 2 fois, elle a divorcé 2 fois. Qu'est-ce que ça voulait dire pour une femme de changer de nom, par exemple, quand elle se marie? Heureusement, les choses sont en train de changer, mais le fait de se marier 2 fois, ça parlait de la condition féminine. Le fait qu'elle se soit laissée mourir de faim en 1984, par exemple, c'est pas une période neutre en France. C'est juste après l'arrivée de Mitterrand François Mitterrand, les socialistes, et après le début de l'ultralibéralisme imposé en France. Donc il y a tout un contexte. Donc en fait, si vous voulez parler de quelqu'un, vous ne pouvez pas uniquement parler de lui, sa gueule, son corps et ce qu'il dit. Il est aussi pris dans un contexte, dans une temporalité, dans un monde. Si tous ici on était nés, je sais pas, en Afrique, en Amérique latine ou aux États-Unis, on ne serait pas les mêmes. Et donc, essayer de comprendre Marcel Pichon, c'était essayer de comprendre le monde qui avait été celui de Marcel Pichon. Donc c'est pour ça que le livre est aussi épais, c'est parce qu'il a fallu aussi comprendre et remonter tout ce qui appartenait à la sociologie, à l'histoire, et qui la touchait de près ou de loin. Merci beaucoup Grégoire Bouillet, merci pour Marcel Pichon aussi. C'est un livre important qui redonne vie à quelqu'un. Merci beaucoup Grégoire. Si vous voulez dire un dernier mot. Ouais. Je voulais juste savoir, moi je ne pensais pas que quelqu'un lirait 900 pages. Vous êtes beaucoup à l'avoir lu? Ouais, merci beaucoup. Faut pas poser ce genre de questions, enfin. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, magnifique Grégoire Bouillet, immense. Et j'appelle Athénaïs du lycée Condorcet pour la lecture des liens artificiels de Nathan Dever. Est-ce qu'Athénaïs est là et son courage aussi? Oui.
Tu ne sais pas comment remplir tes journées? Profites-en pour les vider. Ne rien foutre est un art. Comme d'habitude, Serge Gainsbourg prodiguait des conseils tranchants. Les deux compères s'étaient donné rendez-vous au Chumley, ce bar clandestin aux murs tapissés de posters et de livres datés de la Prohibition. Dans la réalité, cet ancien quartier général de la Lost Generation avait fermé ses portes en 2007. Mais sa réplique dans l'antimonde continuait d'accueillir des PNJ célèbres. Ce soir-là, justement, Francis Scott et Zelda Fitzgerald trinquaient dans une alcôve avec Hemingway et Kerouac. Gainsbourg ne prit pas la peine de les saluer. Affalé dans son fauteuil en face de Vangel, il enchaînait les vers de Saint-Émilion et les aphorismes de son cru. Il semblait dans un état étrange. Son visage, plus cireux que d'habitude, n'exprimait aucune autre émotion que l'absence. Le regard curieusement distrait, la bouche écrasée sous le poids de ses rides, il ressemblait à ses dernières photographies, celle de 1991, prise dans les jours qui avaient précédé sa 5e crise cardiaque. « Tu te sens bien » s'inquiéta Julien derrière son ordinateur. « Je ne sais pas » grommela le chanteur, en serrant les dents. « J'ai l'impression d'avoir des points de suspension à l'intérieur de moi, un peu comme des impacts de pistolets mitrailleurs. » Serge répondait par une métaphore issue d'Au pays des malices, un recueil de textes et d'aphorismes gainsbourgiens. Au moins, son algorithme fonctionnait à plein régime. Il se réservit du bourbon, resta mutique le temps d'une cigarette, afin de rompre le silence qu'il avait instauré. « Je me demande vraiment pourquoi j'ai arrêté la peinture en 1957, déplora-t-il en lorgnant le fond de son verre. Si c'était à refaire, je casserais plutôt mon piano. C'est-à-dire, répliqua paresseusement Vangel, qui ne trouva rien d'autre à dire après cet aveu fortuit. Tous mes ennuis sont venus de là, mon coco. Je n'ai jamais eu le moindre talent en peinture, mais au moins je m'initiais. Humblement, j'habitais tous les cordes arbitraires, toutes les normes rigides de cet art majeur. J'étais nulle, mais je m'adonnais au plus beau des voyages, le voyage didactique. Avec son luxe de modèles écrasants et suaves, dans son éclat de couleurs inutiles, peindre m'équilibrait. Autant de faux fuyants pour oublier le feu sacré qui s'absentait en moi. Merci beaucoup, Autonomie. Et on va commencer avec les lilas, avec Noémie et Lila des lilas. Noémie d'abord, c'est des questions, c'est pas mal pour commencer. On commence avec Noémie parce que je me suis posé exactement la même question. Je vois pas où est... Si. Pourquoi avoir choisi une date dans un futur proche? Est-ce que ça fait de ce roman un récit d'anticipation? Ce roman, c'est les liens artificiels de Nathan Dever avec cette couverture magnifique chez Albin Michel, avec ce narcisse qui se mire dans son iPhone. Donc Nathan, pourquoi avoir choisi cette date dans un futur très proche, en fait, et quel problème ça pose? Parce qu'elle arrive. S'il se passe un truc historique ce jour-là, c'est foutu, quoi. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis vraiment très heureux d'être là et d'échanger avec vous. Pourquoi avoir choisi cette date-là? Mon roman commence en effet en 2022. Et il commence exactement au printemps 2022. C'est-à-dire, il commence aujourd'hui. Et je voulais en effet écrire un roman dont le point de départ est la situation de ma génération, qui n'est pas très très éloignée de la vôtre d'ailleurs, c'est-à-dire d'une génération où le virtuel et le réel sont un petit peu mélangés. Mon personnage, peut-être qu'on y reviendra dessus, mais c'est un personnage qui est en fait très, en tout cas au début du livre, qui a développé une addiction aux écrans, notamment avec le confinement, etc., et qui n'arrive plus vraiment à être présent au monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essaye de se concentrer, de s'emparer de lui-même, de faire quelque chose, d'être avec les autres, etc., en fait, il a l'impression que tout passe toujours par des réseaux et que le contact avec les choses, le contact avec les gens, le contact avec lui-même est, si vous voulez, pas forcément qu'il a disparu, mais en tout cas, il est plus difficile qu'avant qu'il ne devienne un addict aux écrans. Et donc, votre question, c'était de savoir si c'était un roman d'anticipation. Alors vraiment, au début, non, c'est un roman d'aujourd'hui. Et moi, ce qui m'intéressait, en fait, dans ce roman, c'était de se dire, mais où on va? Où, j'allais dire, où notre génération, on n'est pas tout à fait de la même, mais où nos générations sommes en train d'aller. Et en effet, tout le but de mon roman, c'était que très lentement,
mais de manière un peu imperceptible. Ça veut dire, je voulais pas que le lecteur puisse s'en rendre vraiment compte, qu'on passe de l'aujourd'hui vers, non pas vers la science-fiction, mais vers l'avenir, vers le demain. Et donc, en effet, il y a un moment où mon personnage, un soir, il est musicien, il essaye de composer des chansons, mais il n'arrive pas du tout. Et donc, il est en train d'être sur son ordinateur, il fait rien, etc. Et il découvre une publicité que vous avez peut-être déjà vue, d'ailleurs, la publicité pour les métavers. C'est-à-dire pour un monde virtuel, immersif, vous savez, sur lequel travaille Mark Zuckerberg, patron anciennement de Facebook, et un monde où chacun va pouvoir vivre avec un avatar. Et il va s'inscrire dedans, et à partir de là, sa vie va être scindée entre sa réalité, qui va être, disons, de plus en plus pauvre, et son avatar qui va vivre à sa place. Et donc, pour vous répondre vraiment, c'est un roman qui essaye d'interroger cette petite pente. Tout à l'heure, vous disiez une phrase que j'ai beaucoup aimée sur le fait que la réalité avait de l'imagination. Quelle imagination notre époque a-t-elle? Et où allons-nous? Merci, Nathan. Lila, Oh, Lila. Lila, oh, Lila, c'est bien ça? Non, c'était juste le lycée, ok. La question, c'était, ça va être Noémie aussi. Pourquoi le choix du nom, Julien Libera? Ah, écoutez, le choix du nom est venu assez vite. Je ne sais pas pourquoi, j'imaginais que mon personnage s'appelait Julien. En tout cas, du prénom, Julien, ça m'est venu très très vite comme ça. Ça m'est apparu. Et à partir de là, vous savez, j'ai mis à peu près 2 ans à l'écrire. Et donc, pendant 2 ans, peut-être qu'on y reviendra, mais ce personnage m'est très différent. Mais en même temps, on est avec lui, on est dans sa peau, etc., etc. Et puis progressivement, en fait, Julien était indétachable de lui, et donc c'est resté Julien. Et Libera, ça m'est venu aussi comme ça, il n'y a pas forcément une idée derrière, ou un code, ou une clé, mais c'est vrai que l'idée derrière de liberté était importante. Parce que mon personnage est à la fois quelqu'un qui a le sentiment de pas du tout être libre. Ça veut dire que il a 28 ans, si vous voulez. C'est un peu l'âge de la fin de l'époque, de la jeunesse insouciante, etc. Et il se rend compte que tous les désirs qui étaient les siens, toutes ses volontés, toutes ses aspirations, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, etc., tout est un petit peu parti en vrille et la société lui a bloqué tout ce qu'il voulait faire, tout ce qu'il voulait du réel. Et donc il va essayer d'inventer sa liberté autrement, et de l'inventer notamment, non pas dans les réseaux sociaux, mais dans le monde virtuel, dans le métavers, etc. Et donc il y avait cette question du rapport à la liberté qui comptait. Thomas Beaune, au lycée Baudelaire de Meaux, qui a bien travaillé le livre. 3 belles questions. Je choisis celle du narcissisme, évidemment. La deuxième. Enfin, pour moi, c'est la deuxième. Le narcissisme contemporain semble sans limite. Je mets en scène une parodie d'existence sur Internet, donc j'hésite aux yeux des autres et à mes propres yeux. Comment le citoyen peut-il reconnecter à la réalité? Écoutez, c'est une très belle question, très difficile. Narcisse, déjà, ce qui est fascinant chez lui, c'est que dans la mythologie grecque, aujourd'hui, quand on dit dans la vie que quelqu'un est narcissique, on veut dire quoi? On veut dire que c'est quelqu'un qui existe uniquement à travers le regard des autres et qui ne peut pas exister seulement par lui-même, sa propre identité, etc., mais qu'il a besoin que les autres l'admirent, que les autres le likent sur les réseaux sociaux, que les autres le suivent, etc. Mais en fait, ce qui est très fou avec Narcisse, c'est que Narcisse, le personnage de Narcisse dans la mythologie, c'est exactement le contraire. C'est un type qui est tout à fait solitaire, qui ne sort pas des forêts, qui est très beau. Il y a plein de femmes qui sont amoureuses de lui, mais lui, il refuse l'amour, il refuse d'avoir un contact avec d'autres gens. Et en fait, c'est même pas qu'il est amoureux de lui-même, hein. C'est qu'il n'arrive pas à être en contact avec les autres. Il n'arrive pas à être en lien avec les autres, à part avec des arbres. Et donc, ce qui lui arrive dans le fameux mythe, c'est que un jour, il se retrouve devant un fleuve, il voit une image, il voit ce visage très très beau qui est le sien, mais est-ce qu'il le sait, est-ce qu'il ne le sait pas, peu importe. Et donc, il va mourir de regarder son image. Donc, quand vous dites qu'aujourd'hui, il y a une époque narcissique, moi d'abord, j'ai pas voulu dans ce roman n'est pas un essai, hein. Moi j'ai pas voulu avoir une théorie, dire oh là là, on a une génération super narcissique ou pas, etc. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense que tout l'enjeu des réseaux sociaux, des écrans, des smartphones, demain du métavers, tout ce que nous vivons tous et que vous vivez, tout cet enjeu-là, c'est peut-être que, en fait, quand on y réfléchit, les réseaux sociaux, ils ont été créés pour rapprocher les gens les uns des autres.
Et la question, elle peut se poser, est-ce que finalement, ça les a pas plus éloignés? Ces réseaux sociaux, ils ont été créés pour créer de la solidarité, de l'amitié, comme on disait, l'inventeur de Facebook, c'était l'idée qu'on va créer des amis. Est-ce que ça n'a pas créé plutôt de la solitude? Et donc à partir de là, moi je laisse cette question en fait ouverte dans mon roman. C'est-à-dire que mon personnage, il va accéder dans le métavers, dans ce monde virtuel, il va à la fois réaliser tous ses rêves en fait. Il va réussir, je ne veux pas spoiler comme on dit, mais il va réussir à réaliser ses rêves artistiques, il va composer non pas des chansons mais des poèmes, il va voyager, il va gagner de l'argent, il va s'amuser, et il va vraiment être heureux. Et paradoxalement, évidemment, tout en étant heureux virtuellement, il se suicide au monde et il se sépare de la réalité. Et donc, il me semble que toute la question est là. Est-ce que... je ne pense pas du tout qu'il faille, si vous voulez, se dire que la seule manière d'échapper au narcissisme, c'est de se déconnecter, c'est de supprimer les réseaux sociaux, c'est de casser son téléphone, etc. Je pense que ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée, mais à mon avis, ça n'a pas de sens d'imaginer un monde sans écran, on est dedans, etc. Mais d'essayer de créer du lien dans un monde qui n'en a plus beaucoup. Et peut-être que ça, une des choses qui permet de créer du lien aujourd'hui, c'est précisément la littérature et c'est précisément la poésie. La poésie qui peut avoir sa place dans le monde des écrans. Moi, par exemple, et j'en parle un peu dans le livre, il y a quelque chose qui m'éblouit sur Instagram. C'est qu'il y a énormément de comptes de poésie. Alors, soit des comptes qui sont consacrés à la poésie classique, soit des comptes où des gens écrivent leurs propres poèmes et qui sont parfois très très lus. Et si vous voulez, je trouve ça très beau de se dire que sur les réseaux sociaux, dans ce monde qui parfois sépare un peu les gens, eh bien, la poésie, qui était un genre un peu menacé aujourd'hui, qui était moins lu, qu'elle puisse trouver une nouvelle forme et peut-être une renaissance d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Au lycée Thomas d'Aquin, je voudrais Leïla. J'ai l'impression de jouer aux cartes. La deuxième question sur Julien, Leïla. Moi, c'était pourquoi avoir choisi Julien comme personnage principal et non une personne ayant déjà une vie idéale? Une vie idéale? Idéale. Pourquoi un loser, quoi? Je voulais justement que mon personnage soit un loser absolu, le loser de l'époque. C'est-à-dire, et quand je dis ça, c'est pas une insulte, hein. C'est-à-dire vraiment quelqu'un... Vous savez, quand on veut écrire un roman contemporain, on a deux possibilités. Un roman sur l'époque d'aujourd'hui. Soit on écrit un roman sur quelqu'un qui sent qu'il a sa place dans son époque. Ça veut dire que la société lui donne ce qu'il en demande. Il est épanoui, il est heureux. Et ça peut être très intéressant, hein. Il y a des grands romans du bonheur. Moi, j'ai voulu écrire un roman dont le point de départ, c'était le malheur. Ça veut dire un roman dont le personnage, le rapport qu'il a à notre monde, c'est qu'il n'aime pas ce monde. Et c'est pas qu'il l'aime pas pour des raisons idéologiques ou politiques ou voilà, théoriques. Il l'aime pas de manière concrète, c'est-à-dire ce monde le laisse à côté, le laisse malheureux, frustré. Julien, par exemple, c'est un personnage... Alors, je vous raconte sa vie en 2 minutes, mais c'est un personnage qui a 28 ans. Donc, il a fait des études au conservatoire, et c'était un surdoué du conservatoire. Et donc, tout le monde l'imaginait en grand pianiste, soit musicien classique, etc. Mais lui, il était fan de Gainsbourg, et son rêve, c'était d'être un chanteur populaire, d'écrire des chansons modernes, et d'être produit, d'avoir des albums, etc. Et évidemment, comme c'est un ancien du conservatoire et tout, il est un peu sérieux... Quand il envoie ses chansons à des producteurs de musique, tout le monde lui dit « Bon, mais ce que tu fais, c'est ringard, t'as 28 ans, mais t'es vieux, etc. » Donc évidemment, sa carrière musicale marche pas du tout, décolle pas du tout. Il sort avec une fille depuis longtemps, mais la fille commence à se dire « Bon, là, tu me fatigues avec tes chansons absurdes, etc. » Donc elle le largue. Et donc ça lui crée même des problèmes d'argent, etc. Et il y avait une chose qui était très intéressante pour moi, c'est que Julien habite la ville de Rungis, qui est une ville qui est juste à côté de l'aéroport d'Orly. Et lui, il a un petit studio, et si vous voulez, toute la journée, il voit des avions décoller, et il a l'impression que ce spectacle-là, ça renvoie à sa propre impuissance, au fait que lui, il décolle pas. Et je trouvais que c'était très intéressant d'adopter cette perspective, ce point de vue-là, ce point de vue qui est pas... C'est pas quelqu'un qui est malheureux psychologiquement, c'est pas un dépressif, mais c'est quelqu'un qui est malheureux de manière objective. C'est-à-dire qu'il a toutes les raisons de l'être, et qui va donc cultiver peut-être une forme de colère contre l'époque et contre la société, et peut-être une forme aussi de désirer voyager autrement.
voyager dans sa tête, voyager sur les réseaux, voyager sur son ordinateur et voyager dans son imagination. Dernière question de Raphaël, toujours au lycée Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Je me suis demandé, vous êtes-vous inspiré d'autres livres, films ou autres créations pour la création de cet anti-monde que vous avez créé? Alors, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis vite rendu compte que j'avais choisi un sujet et un univers qui était, entre guillemets, un peu incompatible de prime abord avec la littérature. C'est-à-dire que je pense que c'est une question que tous les romanciers qui essayent d'écrire un livre qui se passe aujourd'hui se posent. Est-ce qu'on peut comment parler des réseaux sociaux dans un livre? Prenez des exemples très simples, hein. Des tweets, des stories, tout le monde qui est le nôtre, quand on scrolle sur Internet et qu'il y a des choses qui défilent sans queue ni tête. Comment on parle de ça dans un livre? Un roman, surtout, c'est un récit. Il doit y avoir un début, une continuité, un récit qui continue, son rythme, etc. Comment parler de ça? Et alors c'était très difficile. Et alors il y a eu des romans que j'ai lus et dont je me suis un petit peu inspiré. Oui, par exemple, il y a eu par exemple un roman sur le métavers qui s'appelle d'Ernest Cline, qui a donné le film de Spielberg que vous avez peut-être vu, Ready Player One. Alors lui, je l'ai lu par exemple avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Mais j'avais l'impression qu'il avait un regard un peu manichéen sur les écrans. Ça veut dire qu'il y avait un bon usage des écrans et un mauvais usage des écrans dans son livre. Donc ça n'a pas été une grande source d'inspiration. En fait, paradoxalement, j'ai surtout lu, pour écrire mon roman, j'ai surtout lu pas mal de poésie. C'est-à-dire que j'ai relu, moi, il y a un poète que j'adore, qui est pour moi génial, qui est Aragon. Aragon, c'est merveilleux, ses poèmes sont sublimes. Et c'était plutôt... J'ai lu aussi, évidemment, naturellement, comme Gainsbourg est très présent dans mon livre, j'ai lu beaucoup que ce soit Gainsbourg a écrit des chansons, mais il a écrit aussi des récits, etc. Donc j'ai lu beaucoup de ça. Et oui, j'ai dû lire d'autres livres, mais c'était surtout, en fait, le travail d'inspiration, si vous voulez, pour ce livre, c'était moins de lire des livres que aller sur Internet. Ça veut dire vraiment que pendant des mois entiers, j'ai passé mes journées à regarder tout ce que je pouvais trouver sur Internet. Des forums de jeux vidéo, passer des heures entières sur Twitter, jouer à GTA. GTA, voilà. Une grande source d'inspiration pour mon livre, plus que d'autres livres, ça a été GTA. Pourquoi? En un mot, je ne veux pas être long. Mais parce que GTA, c'est un jeu vidéo assez incroyable. C'est des gens qui ont voulu reproduire le monde à l'identique, qui ont reproduit la Floride, la Californie, dans un monde virtuel, extrêmement réaliste. Les mecs ont passé 13 ans à construire ce monde parallèle. Et en fait, quand on regarde cet univers, on se dit, mais c'est la définition de la littérature. La littérature aussi, elle essaye, par les moyens de l'imaginaire, par les moyens du virtuel, de reconstruire un monde parallèle. Donc ça a été, si je devais dire vraiment ma source d'inspiration, ça a été plus ce jeu vidéo que peut-être des livres ou des romans. Encore 20 secondes pour dire au revoir et bravo. Eh bien, écoutez, merci pour ces belles questions, pour cette lecture, et j'étais très heureux. Nathan Dever, des liens artificiels, merci beaucoup, cher Michel. Carole Five, bonjour. Bonjour. Et j'appelle, c'est au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres. Je ne sais pas qui est Jean-Pierre Vernant d'ailleurs. Et je crois que c'est Manal. Manel. Pour quelque chose à te dire. C'est bon? C'est le juste prix un peu. Ils connaissent plus le juste prix. Merci beaucoup. Carole Five, quelque chose à te dire. Il y avait eu Estelle Lécuyer, Sibylle Darville, en passant par Sabine Bourgeois, Fanny Delattre, Agathe Rousseau. Toutes ces filles aimées, admirées, adulées depuis l'enfance. Elsa n'avait jamais remarqué qu'Estelle Lécuyer fût particulièrement jolie avant que sa mère ne lui en fasse la remarque, un soir à la sortie de l'école. Qu'est-ce qu'elle en a de la chance, la mère d'Estelle, d'avoir une fille si gracieuse, et ses yeux bleus,
quel bel enfant. Estelle est belle, ça rimait. Et même si Elsa avait eu, sur le moment, un pincement au cœur, elle n'en avait rien laissé paraître. Mais elle avait eu ce jour-là une révélation. Sa mère aurait préféré accoucher d'une fille comme Estelle l'écuyer. Dès lors, Elsa avait cherché à lui ressembler. Elle avait désiré des robes à smock, comme elle, puis des chemises Liberty, des sandales à bourron et à semelles de crêpe de la même marque qu'Estelle l'écuyer, les mêmes soquettes à volant. En classe, elle observait les cheveux noirs d'Estelle l'écuyer, son visage de profil, son geste machinal de coincer une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle aurait aimé avoir ses cheveux lisses, son profil, ses yeux clairs, et elle s'exerçait à relever, comme elle, une mèche imaginaire. Elle adoptait ses gestes, ses mimiques, elle ne la quittait pas des yeux, et dans la cour de récréation, elle la suivait comme son ombre. Estelle l'écuyer détenait un secret. Elle savait se faire aimer des adultes. Peut-être qu'à force de la fréquenter, cela finirait par détendre sur Elsa. Et qu'alors sa mère à elle serait moins malade, qu'elle sortirait enfin de la chambre où elle restait enfermée des après-midi entières, bourrée de tranquillisants. C'était la naissance d'Elsa qui avait déclenché la première dépression de sa mère. Elsa était celle par qui le malheur était arrivé. Mais elle espérait bien être le poison et le remède. Merci beaucoup. Et on commence avec Aulnay-sous-Bois, le lycée Jean Zay, et la question de Lucie. Et donc c'est l'histoire d'Elsa, qui est une jeune écrivaine, fan de Béatrice Blandy, mais qui ne l'a jamais rencontrée. Puis un jour, Béatrice Blandy meurt, et elle va avoir une aventure avec le mari de Béatrice Blandy, le veuf. Et voilà, on entre dans une sorte de... J'ai jamais réussi à le qualifier, ce livre, mais j'ai pas besoin de le faire, mais... Il y a un côté thriller aussi, quand même. Lucie ? Non, oui, c'est Lucie. Est-ce que vous avez vous aussi vécu, comme votre héroïne, le syndrome de la page blanche ? Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette question sur la page blanche. Non, je ne l'ai pas vraiment vécu parce que moi, je me documente toujours avant d'écrire. Donc, j'évite le syndrome de la page blanche. J'accumule pas mal de... si j'ai envie d'écrire sur un sujet, par exemple, si le sujet est un peu autobiographique, à un moment donné, je vais quand même me documenter pour savoir si d'autres personnes ont écrit sur ce sujet ou si ce sujet intéresse mon précédent roman, par exemple, qui parlait, l'avant-dernier, qui parlait des mères célibataires, Tenir jusqu'à l'aube. Je suis partie de l'expérience de mère célibataire que j'ai interviewée avant mon roman, avant d'écrire, pardon. Le dernier, Térébenthine, c'était des étudiants aux Beaux-Arts et j'ai aussi interviewé des étudiants en Beaux-Arts avant. Donc je pars toujours d'un matériau en fait qui me permet d'éviter la panne et la page blanche. Et, ça permet quand même. Et pour le dernier livre, j'ai pas eu la page blanche non plus parce que je suis partie quelque chose à te dire. De l'admiration que j'ai moi pour beaucoup d'écrivains et notamment d'écrivaines. D'ailleurs, j'ai dédié ce livre aux autrices que j'aime à jamais vivantes parce que c'est ces autrices-là qui m'ont inspirée, qui m'ont amenée à être auteur moi-même. Dans le mot auteur, autrice, il y a autorisé. Et pour être autorisé à écrire, s'autoriser à écrire, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un vous ait donné envie, vous ait permis par des textes ou par des chansons ou par des tableaux, par de la musique, vous ait donné envie qu'à un moment donné, vous ayez ressenti l'importance d'un livre, des mots, du poids de la littérature ou de la peinture ou de la musique, pour que vous ayez et que des livres vous aient parlé aussi, qui aient résonné en vous, pour qu'à un moment donné, vous ayez vous aussi la possibilité, pourquoi pas, à force d'avoir tellement lu, de devenir aussi auteur. Et donc ce livre, il n'y a pas eu la page blanche parce que pour moi, c'est un hommage à toutes les autrices qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie. Alors c'est assez récent parce que quand j'étais comme vous au collège et au lycée, je suis un peu plus âgée que vous et moi j'ai lu beaucoup d'auteurs hommes. Parce que voilà, c'était comme ça, les auteurs femmes étaient assez invisibilisés à cette époque-là. Et donc, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de livres qui parlaient d'amour, du couple, de la rencontre, de l'adolescence, mais d'un point de vue masculin. Et c'est assez récent. Cette littérature écrite par les femmes, ça fait peut-être... il y a beaucoup de femmes qui écrivent depuis 20-30 ans, je dirais, en France, et de plus en plus. On voit que cette année, à la rentrée littéraire, il y a vraiment beaucoup de femmes qui sortent des romans. Et c'est la présence de toutes ces femmes, de toutes ces voix féminines, de toutes ces plumes féminines, qui, moi, m'a autorisée à un moment donné à me dire...
moi aussi, à ce moment-là, peut-être que... Alors, ce livre, c'est vraiment le livre d'hommage que je fais en mettant en scène 2 écrivaines. C'est un hommage pour moi aux livres qui m'ont, comme Annie Ernaux, dont on parle beaucoup cette semaine parce qu'elle a eu le prix Nobel il y a 2 jours. C'est un hommage aux femmes écrivains. Vous avez dézingué toutes les questions au fur et à mesure. Toutes les cartouches sont tombées, quoi. Parce que Nathalie demandait justement quelle autrice en particulier. Mais donc Annie Ernaux, mais comme vous avez dit plusieurs fois plusieurs autrices, est-ce qu'on peut en avoir 3 ou 4? Alors, les autrices qui m'ont particulièrement inspirée, on pourrait dire effectivement Nathalie Sarraute, puisque je crois qu'elle est au programme du lycée pour ceux qui sont en première. C'est une autrice, une des rares autrices, quand je la lis, qui me permet d'écrire aussitôt. C'est-à-dire qu'il faut que, quand on a envie de faire un art, quel qu'il soit, il faut trouver l'auteur qui vous inspire. Et l'auteur qui vous inspire, c'est l'auteur qui, par une chanson, par un texte, par un film, va à un moment donné vous parler et vous allez avoir envie de lui répondre. Excusez-moi, je parle vite, je suis un peu stressée. Qui va à un moment donné avoir envie, vous allez avoir envie de lui répondre. Et pour moi, chaque livre est comme ça une réponse à un autre livre, à un autre texte. Et Nathalie Sarraute, c'est le genre d'autrice, dès que je la lis, je peux lire une phrase, immédiatement, ça me lance, ça me permet d'écrire à mon tour. Donc c'est une autrice très importante pour moi. Ça vous autorise. J'ai beaucoup aimé cette étymologie approximative, mais très belle. Ouais. Auteur autorisé. Almira, à Aulnay-sous-Bois, toujours. Almira. J'aime bien cette question. Bonjour. Saviez-vous déjà comment votre histoire allait finir quand vous l'avez commencée? Bonjour. Alors, mon histoire... Oui, j'avais fait un plan, effectivement. C'est la première fois que je fais un plan pour un roman, parce que là, je voulais écrire un thriller, donc avec beaucoup de suspense, et je voulais que tout soit vraiment bien construit vers une fin. Finalement, en écrivant le roman, et c'est pour ça que l'écriture, c'est une aventure qui est très intéressante, parce qu'on est surpris soi-même à un moment donné par les personnages, par la tournure que prend l'histoire, par la dramaturgie qu'on construit. Et à un moment donné, la fin, l'histoire est partie dans un sens que je n'avais pas du tout imaginé. Le thriller est vraiment parti dans une direction... cette fin est arrivée... Vraiment, elle m'a surprise moi-même, et c'est vrai que beaucoup de gens me parlent de la fin, peut-être parce que je viens aussi, moi, d'un genre qui est la nouvelle. J'ai commencé par écrire des nouvelles, des textes courts, avec des fins et des chutes très importantes qui donnent vraiment le sens du texte. Et là, pour ce roman, c'est ce que j'ai fait. La fin m'a moi-même surprise, et quand en général, on est soi-même surpris parce qu'on écrit et qu'on est emmené à un endroit auquel on ne s'attendait pas à aller, c'est là que ça devient vraiment intéressant. À la fin, j'en parlerai pas parce que je ne veux pas la spoiler, et que c'était déjà la question qu'on a eue ce matin par Karine quand on a fait la vidéo. Donc je lui ai dit que je voulais pas spoiler trop. Surtout pas. Il y a juste cette porte qu'elle n'a pas le droit d'ouvrir. Rien que ça, on a envie de l'ouvrir, la porte, quoi. C'est une belle astuce de romancière. Je voudrais qu'on donne la parole à Chloé du lycée Baudelaire à Meaux. Mais Chloé, il faut que je fasse un petit aparté avec vous. Juste, on commence par la 3e sur le deuil, et ensuite Rebecca. Si vous pouvez vous lever, Chloé. Ouais, super, merci beaucoup. Un veuf peut-il faire son deuil en vivant dans la même intérieur avec sa nouvelle épouse? Bonjour. Alors, bonne question. Pardon, Carole. Juste, je voudrais préciser que vous pouvez reformuler vos questions au moment où vous les posez. Vous pouvez, si tout à coup il y a autre chose qui vous vient, un petit détail de cette question, vous pouvez le rajouter. Vous n'êtes pas obligé de lire stricto sensu ce que vous avez écrit. Voilà, c'était juste pour la liberté, mais vous pouvez le faire aussi. Pardon, Carole. Oui. Alors pour la question, effectivement, l'appartement dans lequel va arriver cette jeune écrivaine, donc Elsa, qui elle est en manque d'inspiration et qui cherche un nouveau roman à écrire. C'est une écrivaine qui n'a pas du tout de succès et qui admire Béatrice Blandy, qui est une écrivaine qui elle vend beaucoup de livres, qui est très connue, qui est une star de la littérature. Et cette écrivaine meurt au début du roman, et donc Elsa, ma jeune écrivaine en manque d'inspiration et qui
qui vit en province, qui manque de confiance en elle, qui n'a pas trouvé sa place, un petit peu comme Julien dans ton roman, qui n'a pas trouvé sa place dans la société, va avoir l'occasion d'aller dans l'appartement du mari de Béatrice Blandy, et l'appartement qui, elle, l'intéresse beaucoup parce que c'est l'appartement de son idole, en fait. C'est comme si vous alliez dans l'appartement de la personne que vous adulez, que vous adorez, de votre modèle. Et en fait, en allant dans cet appartement, effectivement, au début, elle va être attirée par toutes les traces de son autrice préférée, c'est-à-dire les photos, la bibliothèque, mais aussi sa collection de revolvers, mais aussi son bureau qu'elle pourrait effectivement, qu'elle demande à voir et dont le veuf lui interdit l'accès parce que c'est la pièce où écrivait Béatrice Blandy, où elle écrivait ses chefs-d'œuvre et qui est absolument interdite. Et finalement, plus elle va revenir dans cet appartement, hein, en fait c'est pour répondre à votre question que je raconte tout ça avant, plus elle va revenir dans cet appartement Elsa, et plus elle va avoir une aventure avec cet homme qui vient d'un milieu social très différent, parce que c'est de la grande bourgeoisie parisienne, alors qu'elle vient d'un milieu social très modeste, plus elle va arriver dans cet appartement avec ce veuf qui a aussi 20 ans de plus qu'elle, et plus elle va sentir effectivement que l'appartement est un mausolée, c'est-à-dire qu'il est figé dans le temps à la mort de Béatrice et que le veuf n'a rien changé. Et dès qu'elle touche quelque chose, elle, dans l'appartement, il y a la femme de ménage ou Thomas qui remet tout en place. Et l'appartement est vraiment effectivement fixé. Alors au début, le veuf va faire semblant de vouloir déménager, dire qu'il veut changer de vie, etc. Puis après, on va se rendre compte petit à petit que l'appartement est un piège aussi. Sur lequel, voilà, c'est un vrai personnage pour moi du livre, c'est l'appartement. Voilà. Merci. Chloé, il y avait une deuxième question. Donc, il y en a deux autres, mais on les lit. Et avez-vous pensé au film Rebecca d'Alfred Hitchcock avant de commencer l'écriture de votre livre ? L'écriture de... Alors, oui, j'avais vu le film. Par contre, je n'avais pas lu le livre, le roman de Daphné du Maurier, qui est un roman, effectivement, où la situation est similaire, puisque c'est une jeune femme qui arrive dans le manoir dont l'ancienne femme est morte, et elle va avoir une relation avec le nouveau... enfin bref, le veuf de cette Rebecca. Et je n'y ai pas pensé, mais quand j'ai commencé à écrire, on m'en a parlé, donc j'ai vu le film. Et j'ai voulu évacuer la référence rapidement, en fait, dans le livre. Mais j'y ai pensé par rapport en ayant vu le film. Après, ça m'a vraiment... Hitchcock il y a plusieurs films de Hitchcock qui viennent ponctuer le roman. Et c'est vrai que j'ai essayé de créer un suspense et... on voit que comme le personnage du film et du roman de Daphné du Maurier et de Hitchcock, Elsa, ma jeune écrivaine, va petit à petit commencer à avoir des troubles du comportement et des hallucinations, comme ça peut être le cas dans... Alors j'ai mélangé plusieurs films de Hitchcock, il y a aussi un peu Vertigo, en français Sueur froide. Puis il y a un film qui m'a beaucoup marqué pour l'écriture de ce livre, moi c'est un film de ma génération, c'est Jeune femme partageraient appartement, qui est un film où une colocataire qui s'installe dans un appartement va prendre la place de la première colocataire. Et c'était la thématique qui est celle de Rebecca, qui est aussi celle de ce film-là, et d'autres romans que j'ai lus, qui est de prendre la place de quelqu'un d'autre, en fait. Parce qu'Elsa, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place. Et comme on a lu l'extrait tout à l'heure, elle n'a rien trouvé mieux toute sa vie que de prendre différentes places des gens qu'elle admire au fur et à mesure. Alors quand elle est petite, on a tous eu cette question d'avoir comme ami un modèle ou quelqu'un qu'on admire. Ça peut être un grand frère, une grande sœur, une star. Et petit à petit, en fait, on va essayer de l'imiter. De prendre les choses qui nous paraissent bien, une façon de s'habiller, voilà, une façon de parler, des idées, des goûts musicaux. Et puis petit à petit, ça peut aller très loin. Jusqu'où on va pour imiter nos modèles, comme ça. Ça peut devenir aussi... à force de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de ressembler à quelqu'un d'autre, ça peut devenir très dangereux. C'est ce qui va se passer pour Elsa. Et c'est ce qui se passe dans ces films dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que les personnages peuvent se perdre. Alors est-ce que Elsa, elle va complètement se perdre en arrivant dans la vie comme ça de son écrivaine favorite, ou est-ce qu'elle va au contraire devenir la grande écrivaine qu'elle rêve d'être et qu'elle n'est pas au début du roman? C'est comme ça que j'ai voulu travailler le personnage. Donc Rebecca, oui, et c'est vraiment un point de départ pour moi. Mais... c'est pas la référence majeure. Il reste 30 secondes pour dire au revoir, merci. Et pourquoi il faudrait voter pour vous, éventuellement? Je ne saurais pas dire. Merci beaucoup. Au revoir, merci.
Merci Carole Pive. Quelque chose à te dire chez Gallimard. Et on termine ce premier plateau avec l'immense Muriel Barbery, que vous pouvez applaudir. Et j'appelle les lecteurs. J'avais 3 noms pour la lecture. Je ne sais pas s'il y en a... Je crois que c'était à Suresnes, chez Louis Blériot. Ok. C'est qui alors? Il y en a plusieurs finalement? D'accord. Ok. Donc c'est Oumar Hichem. Ok. Et le deuxième, c'est lequel? C'est Mohamed? Ou c'est Oumar? Ouais. Merci les gars. 1 heure de ferveur, Muriel Barbery. Lecture à 2 voix. Faites pas les malins, Louis Blériot, vous avez fait 6 auteurs. Faites pas les malins. Alors, bonjour à vous. Alors, car Haru Ueno était très riche. Il avait grandi en observant la neige tomber et fondre sur les pierres d'un torrent de montagne. Sur une rive était arrimée la petite maison familiale. Sur l'autre, une forêt de grands pins dans la glace. Pendant longtemps, il avait cru aimer la matière, la roche, l'eau, les feuillages et le bois. Quand il avait compris qu'il aimait les formes que prenait cette matière, il était devenu un marchand d'art. L'art, l'un des 3 fils de sa vie. Bien sûr, il n'était pas devenu marchand. En un jour, il avait fallu le temps de changer de ville, de rencontrer un homme. À 20 ans, tournant le dos aux montagnes et au commerce de saké de son père, il avait quitté Takayama pour Kyoto. Il n'avait ni argent ni relation, mais il possédait une fortune peu commune. Bien qu'il ne connût rien du monde, il savait qui il était. C'était le mois de mai, et assis sur le sol de bois, il entrevoyait l'avenir avec une clarté proche de la lucidité du saké. Tout autour bruissait le complexe de temples zen, où un coussin moine lui avait négocié une chambre. La rencontre entre la puissance de sa vision et l'immensité du temps lui donnait le vertige. Cette vision disait ni où, ni quand, ni comment. Elle disait une vie consacrée à l'art, et encore, je réussirai. La chambre donnait sur un minuscule jardin ombreux. Au-delà, le soleil dorait les chaumes des grands bambous gris. Parmi les hostas et les fougères naines poussaient des iris d'eau. L'un d'eux, plus grand et plus gracile que les autres, oscillait dans la brise. Une cloche, quelque part, sonna. Le temps se dilua, et Haru Ueno fut cette fleur. Puis cela passa. En ce jour, à 50 années de distance, Haru Ueno regardait la même fleur et s'étonnait que ce fût de nouveau, un 20 mai à 16 heures. Une chose néanmoins différait. Cette fois, il la regardait en lui-même. Une autre était semblable. Tout. L'iris, la cloche, le jardin avaient lieu au présent. Une dernière était remarquable. Dans ce présent total se dissolvait la douleur. Il entendit un bruit derrière lui et espéra qu'on le laisserait seul. Il pensa à Keisuke, qui attendait quelque part qu'il mourût, et se dit « Une vie se résume à 3 noms. Haru, celui qui ne voulait pas mourir. Keisuke, celui qui ne le pouvait pas. Rose, celle qui vivrait. Les quartiers privés où il reposait étaient ceux du moine principal du temple, lequel était le jumeau de Keisuke, Shibata, l'homme grâce auquel sa vocation était advenue. Les frères Shibata descendaient d'une vieille famille de Kyoto, qui, de temps immémoriaux, fournissait la cité en laqueurs et en moines. Comme Keisuke détestait également la religion parce qu'elle brillait, la laque, il avait choisi la poterie. Mais il était aussi peintre, calligraphe et poète. La chose notable dans la rencontre de Haru et Keisuke fut qu'entre eux, d'abord, il y a eu un bol.
Haru le vit et sut ce que serait sa vie. Il n'avait jamais rencontré une telle œuvre. Le bol paraissait ancien et nouveau à la fois, d'une façon qu'il jugeait impossible. À côté, affalé sur une chaise, il avait un homme sans âge, et si cela avait un sens, du même alliage que le bol. Par ailleurs, il était fin Saoul et Haru, faisait face à une équation également impossible. D'un côté, la forme parfaite, de l'autre, son créateur, un ivrogne. Après qu'on les eut présentés, il scellerait dans le saké l'amitié d'une vie. L'amitié, le deuxième fil auquel la vie de Haru tiendrait. Aujourd'hui, campé devant lui, la mort sous l'apparence d'un jardin, et tout le reste, hors de ces deux instants, un et demi siècle de distance était devenu invisible. Un nuage frôla le sommet du démon, Ji, et déposa dans son sillage un parfum d'iris. Il pensa, il n'y a plus que ces deux instants et Rose. Rose, le troisième fil. Voilà, c'est fini pour la lecture. Merci. Lecture sincère, incarnée. J'ai cru qu'on allait lire tout le livre. Bravo, merci beaucoup. Allez-y. À l'heure de mourir, Haruno regarda une fleur et pensait, tout tient à une fleur. En réalité, sa vie avait tenu à 3 fils. Et le dernier seulement était une fleur. Devant lui s'étendait un petit jardin de temple qui faisait vivre des paysages, miniatures passernées du symbole. Que des siècles de quêtes spirituelles ayant abouti à cet agencement précis, le merveilleux tant d'efforts tendus vers une signification. Et à la fin, une pure forme, pensait-il encore. Si Haruno était de ceux qui recherchent la forme, il savait qu'il serait mort bientôt, et il se disait enfin, je suis accordé aux choses dans le lointain, le gong du onen résonnant 4 fois et l'intensité de sa propre présence au monde lui donna le vertige. En face de lui, le jardin clos de murs passait à la sauce blanche. Surmonté de tuiles grises dans le jardin, 3 pierres, un pain, une étendue de sable, une lanterne de la mouche. Au-delà, les montagnes de l'Est, le temple lui s'appelait le Sionodo pendant presque 5 décennies. Chaque semaine, Haruno avait parcouru le même circuit, il fallait. Merci. Merci beaucoup. On va rejoindre l'INSEE à Sèvres, au lycée Jean-Pierre Vernant. Je voudrais que quelqu'un me dise qui est Jean-Pierre Vernant. Mais juste, Muriel Barbery, merci beaucoup d'être là. 1 heure de ferveur qui est tirée de cette phrase entre deux copains. Si la vie n'offre plus qu'1 heure de ferveur, je veux que nous la vivions ensemble. Magnifique. Mais juste, je voulais vous demander, avant même d'ouvrir le livre, ce qui est beau, c'est que c'est une brique dans l'œuvre. C'est-à-dire que c'est un roman qui répond à un autre roman, d'une certaine manière, qui est un autre regard. Oui, bonjour à toutes et tous. C'était pas du tout prévu, en réalité, mais c'est vrai, 1 heure de ferveur, ce roman-ci est né du précédent roman que j'ai écrit il y a 2 ans, et qui s'appelle Une rose song. Et dans ce roman, il y avait une jeune femme française, d'une 40aine d'années, qui se rendait à Kyoto, au Japon, pour y entendre le testament d'un père japonais qu'elle n'avait jamais connu. Et donc le roman raconte l'histoire de cette jeune femme qui arrive en pays complètement inconnu, le Japon, et ce voyage métamorphose sa vie, change sa vie à jamais. Et lorsque j'ai terminé d'écrire Une rose seule, j'ai pensé à un tout autre projet. J'avais envie d'écrire, je pensais que j'allais écrire autre chose. Et puis je ne pouvais pas, parce que les personnages continuaient de vivre avec moi, parce que je n'avais aucune envie de les quitter, parce que je voulais savoir qui était ce père qui, dans le roman, était absent. Et donc, j'ai choisi de remonter dans le temps et d'écrire l'histoire du père. Dans ce dernier roman, ce n'est plus le père, mais c'est la fille qui est absente. C'est la définition de l'écrivain Démiurge aussi, qui peut comme ça inventer les pans de vie qui lui manquent,
Oui, et puis... Même si ce n'est pas forcément ceux que vous attendiez peut-être. Mais... Oui, et non, absolument pas. Rien n'est jamais prévu et tout se passe toujours de travers et absolument pas comme on l'avait anticipé. Et par ailleurs, il faut se représenter que lorsqu'on crée des personnages, on vit avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont une véritable présence et ils sont là avec vous au quotidien. Ils ne vous quittent pas. Et parfois, même au-delà de l'écriture, ils continuent à vous inspirer et à vous hanter. Lindsay, est-ce qu'elle a pris le micro au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres? Lindsay. Merci. Bonjour. C'est la première. Hein? C'est la première? Et la deuxième aussi, remarque. Ouais. Ok. Avez-vous déjà vécu au Japon? Si oui, est-ce que les Japonais boivent-ils toujours du saké comme dans le, comme dans le livre? Et pourquoi avoir choisi ce format de livre? Format dans quel sens? Il est plutôt... c'est le format Actes Sud. Ah, d'accord. J'en dirai un mot après. C'est intéressant. Alors, est-ce que... Oui, j'ai vécu au Japon. J'ai passé des années à rêver du Japon. J'y suis allée enfin et j'y ai vécu pendant 2 ans, en 2008 et en 2009, et ensuite j'y suis retournée aussi souvent que je l'ai pu. Là, ça fait un moment, crise sanitaire oblige, que j'ai pas pu y aller et ça me manque terriblement. Et donc je ne suis pas une experte de la vie japonaise, je ne peux pas répondre à des questions expertes sur le Japon. Mais de mon expérience, oui, on boit beaucoup de saké au Japon. Et le saké, d'ailleurs, fait même partie de la vie sociale japonaise. C'est-à-dire qu'il est très courant qu'on aille, après le travail, boire du saké dans une auberge, dans une izakaya avec son chef, et qu'on y passe de longues heures à boire et à parler. Donc, il était tout à fait normal que dans un roman qui se passe au Japon, il y ait beaucoup de saké. Et j'ai oublié la deuxième partie de la question. C'était, voilà, et puis le format ensuite. Ah oui, le format. Alors ça, c'est le format des éditions Actes Sud. On appelle ça un format italien. C'est un choix des éditions et tous les romans qui paraissent dans la collection du domaine français d'Actes Sud ont le même format un peu particulier et un peu allongé. Qui se différencie des autres, du coup, aussi. Oui, qui est très joli. Ouais. Le lycée Paul Robert au Lila, j'avais une question de Yanis sur Haru. Alors c'est Haru. Haru. Mais je suis désolée, il y a plein de noms japonais compliqués. Il arrive. Ouais. Mais... Bref. Bonjour. Alors, ma première question, c'est pourquoi Haru n'aime-t-il pas l'art occidental? Et la deuxième, c'est pourquoi le personnage de Maud s'est-il suicidé? Fais les deux, il n'y a pas de problème. Alors, Haru d'abord. Alors, pourquoi Haru n'aime pas l'art occidental? Je ne sais pas. En fait, je n'en sais pas plus que ce qu'il y a dans le livre, parce que quand j'invente les personnages, il se trouve qu'ils ont des caractéristiques que je n'ai pas choisies, qui s'imposent à moi. Haru est un marchand d'art japonais qui aime passionnément l'art de son pays et qui en fait son métier et qui passe sa vie à défendre des artistes japonais qu'il aime. Peut-être une des raisons pour lesquelles il n'aime pas l'art occidental, c'est que j'avais vraiment envie de parler de l'art japonais et que le personnage de Haru était le parfait porte-voix pour décrire l'émerveillement que j'ai toujours ressenti en regardant ce que produisent les artistes japonais, en vivant au Japon, en allant dans les jardins japonais qui sont aussi le fait d'artistes, parce que au Japon, les jardiniers sont considérés comme des artistes à part entière. Leurs jardins, et en particulier les jardins zen, sont de véritables œuvres d'art. Donc c'est probablement parce que j'ai une passion très forte pour cette esthétique très particulière que mon personnage n'aime pas l'art occidental, que par ailleurs moi j'aime passionnément aussi. Et la deuxième partie de la question... C'était pourquoi le Maud s'est suicidé.
Alors, vraiment, vos questions me mettent en échec parce que je ne sais pas non plus. Il faudrait que j'écrive un roman pour comprendre ce qu'il y a dans la tête de cette femme et pourquoi, je vous résume brièvement l'histoire, pourquoi la mère de Rose, après avoir rencontré Haru et passé quelques nuits avec lui, va rentrer en France. Elle attend une petite fille et elle refusera toujours que Haru connaisse sa fille. Et des années après, elle se suicide. C'est un personnage très sombre, très noir, très dépressif, dont je ne suis pas complètement certaine d'avoir encore compris toute la psychologie. Pour ça, il faudrait que je commence à lui donner une voix et que j'écrive pour un peu mieux la connaître. J'avais même prévu dans ce texte-ci un monologue à la toute fin, où on aurait une idée de ce qui se passe dans sa tête et pourquoi sa vie devient si tragique. Et puis il n'avait pas sa place là. Donc peut-être ce sera un autre volet. Question de Bastien au lycée Thomas d'Aquin sur la réaction, Bastien. J'aime bien cette question sur la réaction. Quelle réaction attendez-vous du lecteur face à la relation qui existe entre Haru et Rose? Comment ce sujet vous permet-il de vous confronter aux nuances de l'altérité, sur la 4e de couverture? Et dans le livre aussi. J'aime bien cette question. Quelle réaction un écrivain attend de ses lecteurs? Eh bien, alors, je vais être tout à fait honnête. Quand j'écris, je ne pense absolument pas à la réaction du lecteur. Mais alors, vraiment pas du tout. Je ne pense pas à vous. Quand j'écris, je suis totalement concentrée sur le monde intérieur que j'essaye de mettre en forme. Je poursuis l'histoire, j'essaye de travailler la langue et je ne pense pas du tout au lecteur. Alors, ensuite, une fois que le texte est terminé, bien sûr, on espère qu'il pourra émouvoir ceux qui le liront, mais en réalité, la question pour moi n'est pas celle du lecteur, la question est celle du récit et de comment je vais réussir à le mener à bien et quels obstacles je rencontre sur mon chemin. Quant à la question de l'altérité, alors ça c'est une très très belle question. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés au Japon. Est-ce qu'il y a dans la salle? Oui, d'accord. Un seul de toute l'Assemblée. C'est un voyage que je vous souhaite au moins une fois dans votre vie. Vous avez aimé? Je le souhaite à tout le monde de pouvoir aller au moins une fois dans sa vie au Japon et en particulier à Kyoto. Ça a transformé entièrement mon regard et mon rapport aux choses. Et j'ai encore perdu le fil de la question. Oui, l'altérité. L'altérité. Thomas d'Aquin, ils font des citations de livres souvent. Et donc c'est une de vos citations. De la 4e de couverture. De la 4e. Alors, si vous n'êtes pas allé au Japon, je ne peux que vous dire à ce propos que la première fois qu'on y va, c'est un choc intense. Parce que, à part vous, mais vos camarades non, parce que c'est une culture vraiment extrêmement différente de la nôtre. C'est une culture qui fait que tous nos repères changent et se transforment et vacillent lorsqu'on y est. Et je crois que je suis passionnée par le Japon parce que justement, cela permet de penser à la question de l'autre culture, de la différence, de l'émerveillement qu'on peut avoir à aimer sans comprendre. Nous partons à Dieppe rejoindre Tom sur la question du titre. Dieppe. Ouais. Bonjour Tom. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Parce qu'il vient d'un auteur que j'aime énormément, dont vous avez peut-être déjà lu des textes, et qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Et dans un de ses livres qui s'appelle Terre des Hommes, qui n'est pas le plus connu, mais qui est très très beau, il parle du désert qu'il a connu lorsqu'il était un jeune aviateur et qu'il inaugurait la liaison Paris-Dakar. Et à cette époque, le désert était encore totalement vierge. On n'y avait pas encore creusé de puits de pétrole. Il me paraissait une sorte de paradis perdu désormais.
Et il dit à propos de ce désert de sa jeunesse qu'il n'offrait qu'une heure de ferveur, mais c'est nous qui l'avons vécu. Et cette phrase, pour moi, résume absolument le défi de nos vies. D'abord, j'espère qu'elles sont consacrées à poursuivre la ferveur, à espérer le plus de ferveur possible. Et ensuite, la véritable question, c'est est-ce qu'on sera capable de la saisir? Est-ce que cette heure de ferveur, de passion, de joie, lorsqu'elle se présentera, est-ce qu'on saura ne pas passer à côté? La plupart des grands romans que j'aime et que j'ai lus quand j'avais votre âge racontent souvent l'histoire de femmes ou d'hommes qui passent à côté de leur vie et qui passent à côté de ce qu'il pourrait y avoir de beau, d'extraordinaire, de magnifique, de très émouvant dans une vie. Et voilà pourquoi j'ai choisi d'appeler ce roman, dans lequel un père et sa fille se ratent, une heure de ferveur, en espérant qu'au-delà de l'absence, ils arriveraient tout de même à la vivre. Merci beaucoup. Et nous partons au lycée Baudelaire, à Meaux, rejoindre Thomas sur l'élégance. Bonjour Thomas. Vous avez laissé passer un laps de temps important entre la parution de ces deux ouvrages. Aviez-vous besoin d'un temps conséquent pour retrouver l'inspiration? Entre quels ouvrages? Mais je voulais la première, moi, Thomas. C'est l'élégance du hérisson. Ah, oulala, mais j'en ai écrit plein entre-temps. La première question, c'était, vous avez connu un très grand succès avec le livre L'élégance du hérisson. Espérez-vous que cet ouvrage-là connaîtra le même succès? Autrement dit, est-ce que ça compte? Ça n'arrive pas deux fois. Un succès pareil, c'est vraiment très rare. Et puis, c'est pas ce que je cherche du tout. Ce que je cherche, c'est à écrire des bons livres. J'essaye de faire ça. Donc, je ne me pose pas la question du destin commercial du livre. Et je ne pense pas qu'une chose pareille se reproduise. Sur la première partie de votre question, pourquoi j'ai mis tant de temps à écrire après l'élégance du hérisson? Il y a eu 9 ans entre l'élégance du hérisson et le roman suivant qui s'appelait La vie des elfes, parce que j'ai été très très occupée. Parce que comme le livre a eu du succès beaucoup et a été traduit dans de nombreux pays, on m'a invitée à l'étranger. Et j'ai voyagé, le monde s'est ouvert pour moi. Et j'ai passé beaucoup de temps à voyager, rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés sans ça, à pouvoir nouer des amitiés et des relations extraordinaires que le livre a permis. Donc il y a eu toute cette incroyable période d'effervescence et de voyage qui fait que j'ai mis du temps à me remettre à écrire. Mais maintenant, tout ça est fini et j'écris de plus en plus souvent. Merci Muriel Barbery. Il vous reste 15-20 secondes pour dire au revoir. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Une heure de ferveur chez Actes Sud. C'est la fin de ce premier plateau.